Salut les amis, salut les footeux, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'une semaine en ballon, hashtag USB Foot en partenariat avec nos amis, nos confrères de France Bleu Maine, France Bleu Mayenne et France Bleu Loire-Océan. Comme chaque jeudi, on va revenir sur l'actualité de nos 5 clubs des Pays de la Loire, Nantes et Angers en Ligue 1, Cholet, Laval et Le Mans en National, mais également sur l'actualité de la Coupe de France et les clubs qualifiés donc pour les 32e de finale. Et bien justement, aujourd'hui, pour nous accompagner tout au long de cet après-midi sur le plateau du USB, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le défenseur des herbiers, Romuald Marie, qu'on applaudit bien évidemment. Salut Romuald. Salut. Ça va? Ça va toi? Merci d'avoir fait le déplacement pour venir dans ce studio d'USB, une semaine en ballon. On le voit un petit peu moins, on va dire, de vestiaire quand même qu'au VHF. Ouais, un peu plus petit, mais ouais, non, les casiers sont sympas, vraiment. Les casiers sont sympas. Tu sais, il y a une tradition ici dans cette émission. L'invité doit ramener un maillot. Ouais. Tu as eu le choix ou ça a été difficile? J'avais plusieurs choix, mais bon, c'était naturel que ce soit celui-là. Ouais. Alors évident, il est derrière, tu peux nous l'amener, nous le montrer, puis surtout nous expliquer, parce que c'est vrai que ça remonte à quoi? Il y a un peu d'un an. Ouais, il y a quelques mois. Ouais. 6 mois. Ouais, c'est ça, ouais. C'est le maillot de la finale de la Coupe de France. Voilà, c'est exceptionnel, quoi. Voilà, avec ton nom derrière, on l'a vu, Romuald Marie, et puis cette finale face au Paris Saint-Germain. Ouais. On aura l'occasion d'en reparler. Simplement un mot sur ce maillot, parce que on l'a vu, il y a l'autre maillot d'ailleurs des Herbiers, c'est cette saison qui est là. Il représente quoi? Il y a un symbole particulier, il restera jamais gravé en toi? Forcément, parce que c'est un aboutissement d'une carrière déjà. Parce que voilà, faire une finale de Coupe de France, c'est pas donné à tout le monde. Et puis de jouer au Stade de France avec la famille, les amis, tout un département, toute une région qui vient, puis face au PSG. Ouais, voilà, évidemment. C'est exceptionnel. Bon, on n'est pas prêt de te le piquer celui-là. Ah non, je pense pas. Ça c'est clair. Tu peux aller le reposer. On va te montrer aussi un autre maillot, parce qu'on va rappeler quand même que tu as 30 ans. Tu as fait quelques clubs, notamment dans la banlieue parisienne. On va regarder ce maillot. Il appartient à quel club celui-là? Au Red Star. Eh ouais, au Red Star. 2 passages au Red Star. Ouais, 2 passages, un en CFA et puis le deuxième national et Ligue 2. Et la montée en Ligue 2, effectivement, il y a aussi le Paris FC, il y a aussi le club du Poiret-sur-Vie, que tu as éliminé avec tes copains des Herbiers, c'était le week-end dernier. Et effectivement, comme tu es francilien, j'imagine que le PFC et le Red Star, ça compte aussi pour toi. Ouais, forcément. Ouais. Oui, parce que c'est deux périodes qui ont été importantes. Donc voilà, forcément, ça compte. Ça compte et on en reparlera, Romuald, dans cette émission. On va regarder ensemble le sommaire justement de cet USB Foot de ce jeudi. On va regarder ce qui se passe du côté de la Ligue 1, chômage technique. Et oui, avec les manifestations, énormément d'arrêtés préfectoraux pour interdire les matchs ce week-end. Nantes et Angers sont donc au chômage technique. Mais on va parler quand même de leur actualité. On va parler des clubs de national avec la question, est-ce que Laval va être à la relance après cette période de crise où les Lavallois ne gagnent plus? C'est ce que l'on verra. Et puis, les 32e de finale de Coupe de France, on va reparler, puisque le VHF est de retour. He's back avec cette qualification pour les 32e de finale. Voilà, un beau programme en perspective. Bouge-toi les oreilles. C'est parti et on commence tout de suite par la Ligue 1 dans ce USB Foot avec le classement de cette Ligue 1, nos 2 clubs, Angers et Nantes en 13e et 14e position. Ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'il y a eu des matchs qui se sont joués, d'autres qui n'ont pas pu se dérouler. On va donc observer ce qui se passe, notamment du côté du FC Nantes. C'est parti. Le FC Nantes, pas de gilet jaune, surtout dans les travées de la Beaujoire pour ce Nantes-Montpellier qui aurait dû avoir lieu. T'es allé déjà à la Beaujoire cette saison ou les saisons précédentes? Déjà, j'y ai joué l'année dernière. Eh ouais, la demi-finale. Voilà, ouais. Eh ouais, c'était magnifique. Quart et demi. Demi, j'ai pas joué parce que je revenais de blessure. Mais ouais, non, quart et demi où on a joué là-bas. Et puis après, forcément, j'ai été voir quelques matchs. Ouais, c'est une bonne mise en bouche quand même, la Beaujoire. C'est avant pas le Stade de France. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Surtout que c'était plein, donc c'était génial. Il n'y avait pas de mur jaune cette fois-là, c'était un mur rouge et noir. C'est ça. Ouais, c'était pas mal aussi. On va regarder parce que c'est vrai que les Nantais se sont entraînés. Après leur belle victoire face à Marseille, c'était il y a déjà une dizaine de jours. Coach Vailly, il a profité un petit peu de ce moment de temporisation, on va dire, sans match, pour inviter tout le monde, le staff, de la formation, de la préformation, voilà, tous les jeunes entraîneurs, les éducateurs à manger. Plutôt sympa, parce que c'est vrai qu'il a peut-être pas eu le temps au départ. Coach Vaïd, ça te parle? Ouais, oui, forcément. Hein. Il est charismatique. Hein. C'est des méthodes, c'est tout ça, mais à chaque fois, ça marche. Paye. Ouais. Ça paye, ça marche. C'est vrai que c'est un entraîneur qui a eu souvent, notamment dès le début, des résultats. Alors, on voulait savoir, parce que le mercato va s'ouvrir d'ici, on va dire, 3 semaines quasiment dans cette Ligue 1.
Il y a un joueur qui fait un début de saison assez incroyable du côté du FC Nantes, c'est Emiliano Sala. Le buteur argentin, 12 buts déjà au compteur. C'est un attaquant qui doit être dur à marquer, toi qui es défenseur? Ouais, je pense que c'est pas évident parce qu'il est costaud, il se déplace beaucoup. Donc c'est jamais évident, hein. C'est un peu du même profil que Cavani, je pense. Voilà, Cavani, c'est encore une autre dimension, mais c'est un attaquant très compliqué à marquer, je pense. Alors, la question que je vais te poser, toi, en tant qu'observateur, est-ce qu'il faut vendre Emiliano Sala au mercato hivernal parce qu'on parle de clubs qui pourraient mettre 15-20 millions d'euros, pourquoi pas, sur ce joueur? C'est quoi la position quand on est observateur? On voit Emiliano Sala marquer, être important pour le FC Nantes, mais on sait qu'il y a l'aspect économique aussi qui entre en ligne de compte. Ça, c'est toujours compliqué à gérer parce que les clubs, justement, le côté économique seraient plus prêts à vendre. Après, on sait très bien qu'un buteur, c'est pas évident à trouver, surtout quand il est en pleine bourre, entre guillemets, comme en ce moment. Voilà, c'est pas évident. C'est des choix qui doivent être très durs. Toi, tu es entraîneur, tu veux pas le vendre? Non. Évidemment. Non. Évidemment. Allez, on a posé la question. Eh bien, Olivier Quin, l'ancien joueur et consultant de France Bleu Loire-Océan. Olivier, alors est-ce qu'il faut garder Emiliano Sala à tout prix? Ta réponse? Enfin, une question intéressante, Anthony Boulez. Merci de me la poser. Question difficile, effectivement, parce que sur le plan sportif, se séparer d'Emiliano Sala au mercato d'hiver, ce serait pas un crime, mais pas loin, parce que bien évidemment, c'est votre meilleur buteur. Il fait partie des meilleurs joueurs, et puis surtout, il incarne l'esprit nantais en ce moment, avec un maximum de réussite. Et s'en séparer, ce serait compliqué. Maintenant, sur le terme économique, il vaut combien? S'il y a un club anglais qui met un peu d'argent sur la table aux alentours de l'allée, soyons fous, 25 millions d'euros. Alors, il ne faut pas oublier que la moitié irait à Bordeaux. Ça permettrait de recruter 2-3 Koulibaly, 2,5. Non, ça permettrait surtout de recruter un joueur à 10-12 millions ou 2 joueurs. Enfin bref, il pourrait être remplacé. Et je pense que oui, sincèrement, il faut vendre cet Emiliano Sala qui ne fait pas partie des meilleurs salaires, en tout cas des plus hauts salaires, qui fait partie des meilleurs Nantais, qui a une cote très très élevée. Et elle sera peut-être pas aussi élevée en fin de saison, donc je pense que ce sera le bon choix de le vendre au mois de janvier. Ah, il est en pleine forme, Olivier Quin. Franchement, là, on l'a vu au taquet sur Emiliano Sala. Nous, on espère, hein, en tant qu'observateur, bien que l'Italo-Argentin va rester du côté du FC Nantes. On regarde simplement ce tweet qui est passé sur les réseaux sociaux concernant l'annulation. Eh oui, rendez-nous la Ligue 1. Vous n'avez pas le droit de nous annuler en nouveau un match. Hein, c'est ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. On fait comment sans foot le week-end? Eh bien, il n'y aura pas de Nantes-Montpellier, donc samedi soir. Et eh bien, c'est cette tweetos qui nous disait justement qu'il n'y aurait pas le défi entre finalement la deux chevaux, puisque c'est comme ça qu'avait surnommé Valdemar Kita pour Michel Derzakarian, le défi entre Michel Derzakarian et Vaïd Halilhodžić, 2 matchs de reportés du côté du FC Nantes. On va s'attaquer maintenant du côté d'Angesco, du côté de la Ligue 1. C'est parti. Angesco également à l'arrêt forcé, on vient de l'apprendre hein, justement. Là aussi, c'est assez incroyable. Au niveau des organismes, comment ça se passe quand on est joueur? Là, ça veut dire que ça va faire 3-4 semaines sans match quasiment. Avec la trêve. Ouais, bien sûr. Compliqué. C'est compliqué parce que rien ne remplace un match. Après, je pense que le staff peut réussir à faire des oppositions en interne, à faire du physique supplémentaire. Voilà, tout est prévu pour pallier à ça. Alors, oui, effectivement, les Angevins qui devaient jouer du côté d'Amiens, du côté du stade de la Licorne, on va le regarder. Report du match, effectivement, du côté de nos amis de France Bleu. Picardie qui a bien donné l'info. C'était sur les réseaux sociaux, justement, il y a quelques minutes. Alors, ça va être compliqué. On va regarder ce qui s'est passé du côté de l'entraînement parce qu'effectivement, on continue quand même de s'entretenir, heureusement, quand on est footballeur professionnel, du côté des Angevins. Et puis, il y a un YouTuber qui devient assez célèbre là, sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Vince Sky. Il fait le tour des clubs, notamment de Ligue 1, pour poser des questions aux joueurs, pour leur faire gagner des points sur des coups francs, sur la précision des coups francs. Ouais, c'est assez sympa. Les joueurs se prêtent vachement bien au jeu. On va regarder un extrait tout de suite ensemble. Regarde. Et pour le casting de cette vidéo, on a Flavien Tay, le grand Matteo Pavlovic, Angelo Fulgini et pour terminer Vincent Pajot. C'est du ralenti, moi j'arrête. Plusieurs ralentis. Fais pas le mec. Fais pas le mec.
marquant cette lucarne, Flavien Tay part très bien avec 50 points. Un grand bravo à Flavien Tay qui est maintenant le joueur Wanted. Il se place premier de ce classement. On verra si ça suffira pour rester premier durant toute la saison. Fin de vidéo, les joueurs du SCO d'Angers m'ont vraiment impressionné. En très peu de frappes, ils ont réussi à toucher les cibles beaucoup de fois. Il y a vraiment beaucoup de points dans cette vidéo, c'est vraiment très bien. Comme d'habitude, en commentaire, dites-moi dans quel club vous voulez que j'aille dans le prochain épisode. Et bien un pouce bleu aussi si t'as kiffé. Peace and game, face le foot c'est mieux. Salut! Et ben voilà, faut venir du côté des herbiers, pourquoi pas, pour faire cette vidéo, c'est sympa. Ouais, c'est super sympa. Alors après, c'est vrai qu'il y a de la précision, on l'a vu en lunettes, du côté de ras du poteau, c'était sympa. Flavien Tay, c'est l'exemple parfait aussi du joueur qui est arrivé de National, que pas grand monde ne connaissait, peut-être quand même les observateurs, et qui arrive à percer au haut niveau. Ouais, mais de toute façon, le championnat national, il y a beaucoup de grands joueurs qui ont commencé par ça. Je peux penser à N'Golo Kanté. Pareil. Voilà, et quand on voit maintenant ce qu'il devient... Quasiment le meilleur numéro 6 au monde. C'est ça. C'est vrai que c'est assez incroyable. Alors on va regarder ensemble, on va dire les matchs à venir, mais les matchs à venir, il n'y en aura pas du côté de la Liga, puisque ils sont tous les deux donc reportés à une date ultérieure. On ne connaît pas encore quand vont se jouer ces deux rencontres, Montpellier et Amiens-Angers. Voilà, on a fait le tour de la Ligue 1 d'Angers et Nantes. On souhaite surtout les revoir juste avant la trêve, parce qu'il reste encore une journée de championnat concernant la Ligue 1. Maintenant, c'est parti. On va parler du National, un championnat que tu connais particulièrement bien avec le classement. Tout d'abord, pour ce championnat national, on le voit, Le Mans, leader à égalité de points avec Rodez, et puis Laval, 3e, de petites longueurs derrière, alors que Cholet est toujours en 11e position avec 18 points. D'ailleurs, je voudrais que tu nous dises, toi qui as vécu ce championnat national l'an passé avec les Herbiers, tu as connu ces deux clubs, Laval et Cholet, qui ont participé. Le Mans était encore en CFA à l'époque. Qu'est-ce que tu en penses de ces équipes? C'est des équipes qui ont de l'ambition déjà. Voilà, on peut voir que Laval ont une grosse équipe sur le papier, c'est vrai. Déjà l'année dernière, c'était solide. Là, cette année, ils affichent encore plus de solidité, d'ambition. Donc, ouais, avec des joueurs expérimentés, on va en reparler. Mais là, il y a un tweet d'ailleurs d'Anthony Scaramozzino qui lui aussi fait partie de ces joueurs justement cadres, joueurs clés qui appellent un peu à une révolte après ces mauvais résultats. On ne veut pas finir 5e ou 6e à la trêve. Et oui, quand on a été en tête du championnat national depuis le début, compliqué quand même. Hein. Ouais, ça montre l'ambition du club et des joueurs. Donc voilà, c'est intéressant. Allez, on s'intéresse donc au cas des Lavallois. C'est parti. Laval, un air de fête ou un air de défaite? Parce que c'est vrai qu'on arrive à Noël, mais ça reste sur 3 défaites consécutives. Laval qui a lâché un petit peu la tête. Bon, il n'y a que 2 points d'écart, ça reste serré. On dit souvent que le championnat national, il est très long, ça se décide quasiment sur les dernières journées. On l'a vu malheureusement avec vous hier. C'est ça. On peut rappeler que ça s'est joué à la dernière journée. Ouais. Après, là, on sait que la période du mois de janvier est très importante. Parce que si on veut toujours être dans le coup, que ce soit pour le maintien ou la montée, voilà, c'est une période très importante avec les conditions, avec le retour des fêtes, tout ça. Donc voilà, c'est maintenant que ça va commencer à être intéressant. Bah oui, effectivement, on peut parler rapidement aussi de la situation du VHF. C'était compliqué le début de championnat. Il n'y avait pas trop de victoires. C'était quoi? C'était justement le fait d'avoir laissé partir tous ces joueurs, avoir un nouveau groupe? Ouais, ça joue parce que quand on est une équipe en construction comme là on était cette année, voilà, l'effectif il a été renouvelé à 90%. Ah, c'est énorme. Donc c'est compliqué, il faut avoir les automatismes, il faut que ça prenne, il faut qu'on connaisse les joueurs aussi. Parce que quand on joue avec des collègues, des appels, tout ça, ça s'apprend, ouais, c'est ça. Ça demande du temps, effectivement. Alors, est-ce qu'on peut parler de crise à Laval, de mini-crise, quand on a 3, 4 défaites comme ça de suite ou Non, je pense pas, parce qu'ils sont encore dans le coup, ils sont à 2 points. Il n'y a rien d'alarmant. C'est sûr qu'il ne faut pas que ça reste dans la durée. Oui, et puis dans les têtes, après, ça peut être voilà, problématique. C'est plus dur. Surtout avant les fêtes, ça serait bien qu'ils renouent avec la victoire s'ils veulent justement accrocher le bon wagon. Ouais, on a demandé justement à nos confrères de France Bleu Mayenne qui suivent le Stade Lavallois tout au long de cette saison ce qu'ils en pensaient. Est-ce qu'à Laval, justement, il y a une mini-crise? C'est la question qu'on a posée à Gilles Damingui. Sa réponse.
Oui, il n'y a pas encore le feu dans la maison Stade Lavallois, mais il y a urgence quand même à prendre des points, car l'objectif, on le rappelle, c'est de finir sur le podium à la trêve. Il reste donc 2 matchs pour éviter de se faire doubler par Chambly notamment. Lyon-Duchère, Quevilly ou encore Boulogne ne sont pas très loin derrière eux non plus. Selon l'entraîneur François Ciccolini, c'est au cadre de tirer l'équipe vers le haut. Les Danick, Verdier, Dembélé ou Scaramozzino, il dit avoir mis les titulaires sous pression. Et puis le coach Mayenel a concédé. Le plus gros problème du Stade Lavallois, c'est au milieu de terrain dans la récupération transition, un domaine dans lequel Mounir Obadi est précieux, mais l'ancien Angevin est absent depuis bientôt 2 mois. On sent les joueurs du Stade Lavallois fatigués, autant physiquement que psychologiquement. Allez, encore 8 jours à cravacher et les joueurs lavallois seront en vacances pour une semaine. Allez, on y croit du côté du Stade Lavallois et surtout, on va peut-être penser qu'il y a un garçon qui revient, qui a été blessé pendant de longues semaines. C'est Alexis Bossetti, l'ancien niçois qui était le fer de lance de l'attaque lavalloise. On va regarder justement parce qu'il va du côté de Tours. Enfin, il va jouer contre Tours à domicile, c'est son ancien club. Lui peut faire du bien justement. Son retour peut faire du bien, non? Ouais, bah, c'est un très bon joueur. Hein. Puis c'est quelqu'un qui a toujours une grosse envie. Donc voilà, il peut faire que du bien à ce groupe. Ouais, et puis on l'a vu, hein, c'est le retour de pas mal d'anciens Tourangeaux du côté de Laval, parce qu'on a vu Makedjouf que tu connais bien. Aussi, c'est quelqu'un, c'est un ami. Ouais, je l'ai eu un petit peu par message. Voilà, on a passé pas mal de temps ensemble au Red Star, donc ouais, ça reste un très bon pote. Bon, voilà, eh bien, on espère que Makedjouf et tous ses potes lavallois vont particulièrement bien se comporter dans cette fin d'année 2018 pour repartir vraiment du bon pied. Alors, on va s'intéresser à un autre club que tu connais bien, même si tu n'as pas joué contre eux l'an passé, c'est le Club du Mans où tu as pas mal d'amis également. Le Mans, un effectif pléthorique. Il y a eu 2 dernières recrues il y a une dizaine de jours, dont Aloïs Confet, l'ancien Troyen. C'est d'abord un club qui a une renommée parce qu'il a joué en Ligue 1, qui a un stade énorme. On parlait de footballeurs que tu connaissais là-bas. C'est qui là? Bah, il y a Vincent Créin, ouais, voilà, attaquant. Voilà, et puis Stéphane Vincent, le capitaine. Donc, ouais. On échange pas mal comme ça entre joueurs Bah, forcément, là, à presque 30 ans, j'ai fait quelques clubs, donc on se connaît pas mal. Puis voilà, Stéphane Vincent et Vincent Créin, on avait passé des bons moments ensemble. Donc voilà, on a plus ou moins de contact encore, mais on suit forcément les résultats. Bon, eux, c'est l'objectif Ligue 2. Hein, c'est affiché. Hein. Ouais. Enfin, c'est affiché. Pas spécialement en début de saison, Non. parce qu'il restait sur 2 montées consécutives. Mais là, quand on est leader ex-aequo et qu'on a un effectif comme ça, renforcé par un dernier attaquant qui vient d'arriver, on va regarder les images, c'est Thibaut Viala, 22 ans. Il nous arrive directement de Corse. Il jouait à l'AC Ajaccio. Il a disputé 25 matchs à peu près l'an passé du côté de la Corse. C'est un attaquant couloir, gauche, droit. Eh ben, on va l'écouter. C'était sa première conférence de presse quand il est arrivé après son premier entraînement au Mans. C'est vrai que j'ai l'habitude de jouer sur des postes offensifs sur les côtés, sur un poste de couloir. Donc j'apporte principalement de la vitesse, de la percussion, du jeu en redemande, des centres. Donc voilà, on va voir, vous verrez sur le terrain, mais je pense qu'il y a moyen de faire de bonnes choses. Après, c'est vrai que les séances d'entraînement se passent très bien, dans le sérieux, mais aussi dans la bonne humeur, parce que le fait qu'on soit premier aujourd'hui ex-aequo fait qu'on travaille aussi très sereinement. Il n'y a pas de tension, tout le groupe vit bien ensemble et on bosse vraiment très très bien. Alors, Thibaut Viala, la bonne pioche, tu connais? Ouais, non, bah, c'est un bon renfort. Puis c'est toujours bien quand il y a des nouvelles têtes qui viennent comme ça, parce que ça permet aussi de mettre plus de concurrence et de tirer tout le monde vers le haut. Ouais, et puis d'apporter un peu de sang neuf, effectivement, dans un effectif qui en a besoin, parce que quand on est tout en haut, il y a la pression, il y a aussi qui s'installe. Et c'est vrai que c'est pas mal, justement, d'avoir des nouvelles têtes. On a demandé pas mal de fois, justement, à nos confrères de France 3 Men, savoir, eux qui suivent Le Mans, si on en parlait un petit peu dans les rues, parce qu'on a vu que, je crois que tu es allé d'ailleurs au stade, c'était face à Laval. Ouais. Il y avait 19 000 personnes du côté du MM Arena. Et on a demandé à Émile Level justement si ça frémissait un petit peu du côté de la Sarthe, si on retrouvait un petit peu le goût du foot du haut niveau. Sa réponse tout de suite. Salut Anthony, alors je ne sais pas si on peut déjà parler d'engouement, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a un petit truc qui frémit ici au Mans quand on parle foot. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait le derby Le Mans-Laval. C'était le grand retour, ça faisait 5 ans que les deux équipes ne s'étaient pas retrouvées. Et ben, ça a été une sacrée fête, presque 19 000 personnes dans le stade. En national, il n'y a que Strasbourg qui a fait mieux. Et on sait que Strasbourg, niveau engouement, c'est pas les derniers. Puis même plus récemment, j'ai fait Le Mans-Cholet. C'était un jeudi soir, il faisait pas très chaud et il y avait la Ligue Europa le même soir.
Donc un amateur de foot, il pouvait très bien rester chez lui et passer une bonne soirée. Et ben, il y avait quand même 3500 personnes au MM Arena, c'est-à-dire plus du double de l'affluence moyenne du championnat. Alors je pense qu'on n'est pas non plus près de voir le MM Arena plein à craquer, parce qu'il y a quand même de la place. Mais voilà, on sent que le public répond présent dans les grands événements. Et si le club continue sur sa belle lancée, je vois pas pourquoi le public arrêterait de répondre présent. Merci à Émile qui sera certainement jusqu'à la fin de l'année au Mans MM Arena pour le dernier match. On va regarder cette jolie affiche justement pour la dernière rencontre à domicile de cette année 2018, le Noël du Mans FC. Ah ouais, on fait beaucoup du côté du Mans FC pour les supporters, parce que c'est vrai que les places vont être quasiment à 4 ou 5 euros, donc c'est impeccable pour attirer du monde et puis pour avoir un dernier match à domicile assez sympa. Un dernier mot sur Le Mans et Laval, tu les vois monter? On rappelle, il y a 2 montées, premier, deuxième, et puis le troisième fait les barrages contre la Ligue 2, contre le 18e de Ligue 2. C'est encore trop tôt pour le dire. C'est vrai qu'on est seulement à mi-saison, et comme je disais, là, c'est la période qui va être très importante après la trêve. Donc on aura un peu plus d'idées justement après cette période-là. Mais pour le moment, c'est cohérent ce qu'ils font, ils sont solides, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, on va s'intéresser maintenant, après Laval, après Le Mans, au club du SO Cholet. C'est parti. Alors, SO Cholet, je disais le manque à gagner. Pourquoi? Parce que les Choletais, ils font beaucoup de matchs nuls, on l'a dit, répété depuis des semaines. Ça ne gagne pas beaucoup depuis le début de la saison. C'est toujours quand même, on va dire, 10e, 11e, donc c'est plutôt cohérent aussi. Attention, parce qu'ils viennent, même si ce n'est pas non plus problématique, on vient de l'apprendre, on va le regarder à travers ce communiqué, encadrement de la masse salariale du côté du SO Cholet. Alors, on sait qu'il y a un effectif encore plus pléthorique qu'Au et là, ils se sont fait un petit peu alpaguer. Alors, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de retrait de points, comme ça peut être le cas pour Martigues, qui est en National 2, je crois. C'est ça. Un point de retrait pour les Provençaux. Donc du côté de Cholet, on va surtout faire attention. Cette équipe de Cholet, toi, elle est toute récente, toute jeune en championnat national. On ne parle pas de Laval parce que justement c'est complètement différent. Cholet, c'est quand même bâti pour durer sur ce championnat. Je sais pas, c'est pareil, j'attends de voir parce que l'année dernière, ils étaient pas loin du maintien. Enfin, de la descente, relégation, pardon, parce que ça s'est joué aussi pour eux la dernière journée. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, un point d'écart avec vous? Ouais, un point, ouais. Et non, c'est vrai qu'ils ont des ambitions, mais pour le moment, ça prend pas forcément comme ça devrait prendre, je pense. Donc, c'est à surveiller, je pense. Donc il va falloir attendre et surtout surveiller la deuxième partie effectivement de saison des Choletais. On regarde ensemble les matchs à venir du côté de nos 3 clubs de national pour cette nouvelle journée de championnat. On a dit la réception de Tours pour les Lavallois, celle de Pau pour les Choletais et le déplacement pour le leader Manceau du côté de l'Entente Sannois-Saint-Gratien. Club aussi que tu connais peut-être. Ouais. Parce que c'est vrai que ça figure depuis pas mal de temps dans le championnat national. En tout cas, voilà, on a fait le tour de tous ces clubs de national et on va passer tout de suite à la Coupe de France, évidemment. Et ce qui s'est passé donc le week-end dernier avec, on l'a vu, nos 3 clubs qui étaient présents, nos 4 clubs, le Poirail-sur-Vie, les Herbiers, mais également Vertou et Chaland. Et on va commencer par regarder ce qui s'est passé du côté de Chaland qui recevait Niort, club de Ligue 2. Il y avait quand même 4 divisions d'écart entre les 2 formations. Gros match des Vendéens, aussi des Chalandais, qui se sont inclinés 1-0 sur ce but de Donaendo, l'attaquant, le buteur. Et voilà, ça a été validé par l'arbitre, ce but. Mais ils ont vraiment bien résisté. Ça aurait été bien que Chaland puisse vous rejoindre comme ça en 32e. Ouais, ça aurait été sympa. Notre petit derby, ça aurait été marrant. Ça s'aurait été pas mal. Malheureusement, ça s'est pas fait. On va écouter les réactions des 2 entraîneurs. Guillaume Mauduit, qui était avec nous la semaine passée, ici même sur ce plateau, l'entraîneur de Chaland. Et on va écouter aussi la réaction de Patrice Clerc, l'entraîneur, alors je dirais le futur ex-entraîneur peut-être de Niort, puisqu'il est décidé de partir, visiblement, mais qui lui ne tarissait pas d'éloges sur le jeu chalandais. On les écoute. Et on a réussi à appuyer sur les points faibles. On avait éventuellement décelé, on a réussi à maîtriser leurs points forts, on a eu 2 fois plus de situations, je pense. On a réussi à les déstabiliser par le jeu, par le sol, par les côtés, par tout ce qu'on avait prévu. Et il a manqué juste un petit bout d'efficacité, ce qui a fait une grande différence à l'arrivée. C'est dommage. On s'est qualifié devant une très belle équipe de Chaland, aussi bien dans le jeu qu'individuellement.
J'ai rarement vu une équipe, pourtant, près de mes joueurs avant le match, c'était une équipe largement au-dessus du National 3. Et non, on s'en sort très 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 bien. Et oui, on s'en sort très 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 bien. Il a raison, Patrice Clerc, parce que les Chalandais ont vraiment réussi un très gros match. Et on salue au passage Guillaume Mauduit et son équipe qui se sont bien battus face à cette formation de Ligue 2. On passe à ce fameux match entre le Poiré Survie et les Herbiers. On s'était dit au départ, peut-être un duel assez équilibré finalement, même s'il y avait des divisions d'écart entre les deux équipes. T'as joué au Poiré? Tu sais ce qu'ils sont capables de faire? Bien sûr. Non, et puis c'est une équipe qui est fondée pour jouer plus haut. Voilà, c'est pas la R2, c'est pas la Régionale 2, on est d'accord. Ils ont des très bons joueurs et ça s'est vu, c'était pas un match évident. 6-1 score final, mais le score ne reflète vraiment pas la physionomie de la rencontre. Non. Il y avait quoi? Vous étiez mené 1-0? On était mené 1-0, ouais. On égalise direct sur penalty, ça nous fait du bien. Puis voilà, il y avait des conditions très particulières parce que vent et pluie, c'était compliqué. Puis en deuxième, il s'écroule, il y a 3-1 pour vous, puis derrière, il s'écroule. Bah, en fait, on a joué contre le vent en première, donc on a un peu fait le dos rond, et en deuxième, on a su mettre les ingrédients pour renverser ce match. Bon niveau ambiance, c'est ce qu'on connaît généralement en Coupe de France, notamment en plus avec un derby vendéen ou pas? Il y avait du monde ou... Il y avait du monde malgré les conditions, il y avait beaucoup de monde. Puis pour bien connaître ce stade, c'était Stade de sympa. Lidonnière. Ouais. Stade de Lidonnière, tu t'es pas fait chambrer, ça a été sur ton côté? Non, ça va. Les gens étaient plutôt cool. C'est vrai que c'était le retour de Romain Marie du côté du stade de Lidonnière. On va regarder la belle haie d'honneur que vous avez faite du côté du Poiré Survie aux joueurs poiriens, justement aux genoux du Poiré Survie avec tous les joueurs. Ça, c'est sympa. La Coupe de France, c'est aussi ça. Parce qu'on peut se battre entre eux, c'est pas un problème. Puis là, la joie, on l'écoute dans le vestiaire. C'est toujours sympa, ces petites ambiances de fin de match avec la victoire. Qui est-ce qui met l'ambiance là justement? C'est Claude? Ouais, c'est Claude. Ouais. Claude Coutob, c'est ça? Ouais. C'est lui ou il y en a d'autres là qui... C'est lui depuis le début de l'année. Je pense qu'il faut qu'on le perfectionne encore un petit peu, ce Krieger, parce que depuis le début, c'est pas trop ça. mais voilà, on y travaille. Bon, excellent en tout cas. Et puis on est heureux pour vous bien de vous voir en 32e de finale. On va en reparler. La dernière équipe qui était présente à l'occasion de ce 8e tour de Coupe de France, c'est la Sainte-Anne de Vertou, qui a perdu contre Bergerac, gros club aussi de National 2. C'est dans votre poule? Ouais, ça joue. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Et nous, on voulait faire une petite dédicace quand même au Vertavien également parce que on aime bien ce club et du coup on a montré l'image d'un garçon qui a été formé à la Sainte-Anne de Vertou et qui a marqué son premier but en Liga espagnole. C'est Mouktar Diakabi. Je ne sais pas si tu savais qu'il était passé du côté de Sainte-Anne de Vertou. Ouais. Voilà, avec son club au stade de Mestalla de Valence, il a tout simplement inscrit son premier but de sa carrière en Liga espagnole à 22 ans. Il était vraiment très heureux et je pense que du côté de Vertou, on doit être aussi très fiers. Allez, on va regarder ensemble les matchs qui vont concerner Nantes, Angers, mais également les Herbiers pour les 32e de finale de cette Coupe de France qui ont été tirés il y a quelques jours. Alors Nantes-Châteauroux, a priori c'est pas mal pour les Nantais avec la réception du club de Châteauroux à la Beaujoire. Déplacement de Viry-Châtillon, club de National 2 également pour l'Angesco. Et puis le déplacement des Herbiers du côté de Tours. Alors, bon ou mauvais tirage? Ce sera un bon tirage si on se qualifie. Tu pourras faire entraîneur. Après, tu pourras faire entraîneur. Ça passe bien. Ça. Ouais, non, c'est... on va aller jouer là-bas. C'est quand même décevant d'aller jouer déjà à l'extérieur. Voilà, on aurait préféré que ce soit à domicile. Forcément. Déjà, l'année dernière, on n'avait pas beaucoup joué à domicile. C'est peut-être de bonne augure. Peut-être, on verra ça. On verra ça. En tout cas, il faudra aller jouer le 5 ou 6. Je ne sais pas si tu connais la date déjà. Je crois que ça va être le 5, je crois. Le samedi? Ouais. Le samedi, peut-être vers 18h du côté de Tours. C'est souvent effectivement ce qui se passe du côté de la Coupe de France. Et on vous croise les doigts et on espère évidemment que ça va vous réussir parce qu'on va reparler de ce parcours l'année dernière. On ne peut pas, enfin de cette année même, 2018, puisque c'était jusqu'au mois de mai dernier. On va regarder une petite photo ensemble. Un superbe tacle, on va voir, d'un garçon. Voilà. Sur un joueur qui n'est pas très connu. Ouais. Kylian Mbappé, je crois. Voilà. Ça, c'est des photos aussi qui restent. Dans le match, à un moment, tu t'es senti complètement cramé ou pas? Parce qu'on parle d'une différence aussi de physique, d'intensité ou pas? Après, honnêtement. C'est plus dans les courses, dans tout ça, où voilà, ils sont
sont exceptionnels. On voit dans les déplacements, en tant que défenseur encore plus, Ouais. on peut voir qu'il y a tellement de choses à gérer. Ils courent tellement les uns pour les autres que c'est... C'est dur à contenir? Ouais, parce qu'on se dit, c'est cette course-là qui est dangereuse, mais au final, toutes les courses autour sont aussi dangereuses. Et moi, c'est plus ça qui m'a impressionné. C'est pas des individualités particulières, c'est plus le jeu en équipe qui était impressionnant. Impressionnant, admirable. T'as craint un moment de prendre un peu cher, là, quand t'as vu les poteaux d'arriver au début de match. En plus, il y a votre gardien qui fait un super début de rencontre aussi. Vous qui êtes serré derrière, tu t'es dit à un moment, putain, on risque de prendre cher? Non, jamais. Quand je voyais les poteaux, et puis on a une première occasion dès le début du match, exact, où on fait une belle action. Quand je vois tous les poteaux, je me dis, il y a peut-être un truc quand même. Je pensais plus dans ce sens-là. Ouais, la baraka, elle est là, voilà, et ça va nous accompagner. On ne sait jamais, pourquoi pas. T'as pensé à un moment remporter cette Coupe de France? Sinon, il fallait arrêter de jouer. Oui, mais non, on savait que ça allait être très compliqué, forcément. Les poteaux nous ont bien aidés. Mais votre performance aussi, individuelle, collective. Vous avez même failli marquer un but sur la fin. Ouais. Ça aurait été magnifique. Clément, Couturier a tout donné. Et, je pense qu'à la fin de l'action, il était cramé pour le dernier geste. Mais... J'étais à 2-3 mètres de l'action parce que j'étais sur le bord de la pelouse. La passe de Sébastien Flochon, elle est magnifique. Et puis c'est vrai qu'on sent que Clément, il est à bout, il ne peut plus. Et il y a un super retour en plus du défenseur parisien. C'était très compliqué. On regarde ensemble parce que ça, ce sont des images qui vont également te rester à vie. C'est toute la communion avec le public du Stade de France. C'était hallucinant de voir tout le peuple vendéen présent à Paris. Non, c'était impressionnant. Puis même les Parisiens étaient entre guillemets un peu vendéens. Oui, en plus. On a le temps de prendre plaisir justement à savourer. Est-ce qu'on a des frissons ou est-ce que finalement la pression est telle que ça passe comme ça trop vite? Ça passe très vite. Ça passe très très vite. On essaye de prendre chaque seconde, mais c'est tellement grandiose que ça passe à une vitesse. C'est énorme. En plus, on avait un match quelques jours après, très important. Donc, on n'a pour pas... le maintien. Voilà, pour et le malheureusement, maintien. Ça s'est mal terminé. C'est ça. Donc, on n'a pas pu savourer pleinement cet événement. Ce que vous avez savouré, en revanche, aussi, c'est après la communion avec le public, l'aller direct dans les vestiaires parisiens. Là, ça a commencé à troquer. On s'est dit, est-ce que tu peux me donner ça? Est-ce que tu peux me donner ton maillot? Allez, raconte-nous un peu sur ces images, c'est sympa. On les a dévalisés, tout simplement. Le braquage vendéen. C'est exactement. Même eux, ils étaient contents. Comme je disais, ils nous respectaient avant le match, mais ils nous respectaient énormément après le match aussi, par notre performance, par tout ça. Et de nous avoir ouvert le vestiaire comme ça, de nous avoir tout donné, parce qu'il y a eu des chaussures. Les caleçons aussi, les chaussettes. On s'est arrêté là, mais c'était pas loin quand même. Ça a duré un sacré paquet de temps. En tout cas, c'est vraiment des moments, j'imagine, qui sont uniques dans une vie comme ça de footballeur. Dans ton entourage, on doit te dire, mais quel chanceux tu es. On nous en reparle tout le temps. Et puis moi, étant parisien, j'avais tous mes amis, toute ma famille qui étaient là-bas. Donc c'était magnifique. Grandiose. Un grand moment. Allez, on a parlé de cette Coupe de France. Il est temps d'arriver à la fin de cette émission. C'est parti. Et tout de suite, on va aller vers le quiz de fin. Le quiz de fin. Alors, je ne sais pas si Romuald, tu es au courant, mais il y a toujours une petite question pour l'invité footballistique à la fin de chaque USB. Il va falloir que tu choisisses d'abord un des placards situés derrière toi. Et qu'après avoir choisi ce placard, tu choisisses un maillot et que tu nous dises de quoi il s'agit comme maillot. Il y aura une question derrière sur ce maillot. Alors, je te laisse choisir. Hop. Ah là, il n'y en a qu'un. Hein. T'as pas le choix. Alors, c'est à qui? Zahiri, maillot Sochaux. Du FC Sochaux-Montbéliard, Jawad Zahiri. Ça te dit quelque chose? Ouais, ça fait un petit moment, mais ça me parle. Ça fait un petit moment. Tu peux te rasseoir et rester écouter la question justement avec ce maillot de Jawad Zahiri qui a joué en 2006-2007 du côté d'un autre club des Pays de la Loire. Il a joué à Sochaux, mais il a également joué dans un autre club des Pays de la Loire. Alors, je te propose 3 propositions. La première, la réponse A, il a joué au FC Nantes. La réponse B, il a joué au Mans FC. La réponse C, il a joué à Angisco. Prends ton temps, réfléchis bien et donne-nous ta réponse. Je dirais à Angers. T'es sûr? Pas convaincu. Non, pas convaincu, non, c'était au FC Nantes. Il a joué une demi-saison du côté du FC Nantes, c'était en 2006-2007.
2007. Effectivement, ça remonte. Allez, tu peux venir me rejoindre, Romuald, pour la fin de cette émission. Bon, tu repartiras pas avec la coupe du quiz, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, on termine chaque jeudi par un coup de cœur. Tout de suite, c'est parti, jingle coup de cœur. Et le coup de cœur, eh bien, aujourd'hui, ce jeudi, il va aller du côté des féminines, des petites U19, du côté de l'ESOF, l'entente ornésienne. On a fait Vendée, hein, t'as vu aujourd'hui. Hein. Félicitations, eh bien, à Lorraine Martin, qu'on voit en photo, l'équipe de France, des moins de 19 pour le tournoi remporté aux États-Unis. Bravo les filles. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Elles ont envoyé et posté pas mal de petites photos sur les réseaux sociaux. C'était très sympa. Eh bien, on va leur souhaiter plein de bonnes choses pour la fin de cette saison du côté de l'ESOF et la fin aussi de cette émission. Une très bonne fin de saison à toi, Romuald. Merci. Du côté des herbiers, on se retrouvera parce qu'il y a la Coupe de France, il y a le championnat. Ça remonte un peu là, le championnat. Ouais. On commence à être un peu mieux. Ouais. Bon, bah super. Merci pour ta venue. On dit à tout le monde à jeudi prochain pour un nouveau numéro d'USB. Ciao, ciao.